Pourquoi plusieurs millions de personnes vont-elles chaque année passer leurs vacances au Brésil? Pour ces plages sublimes, bien sûr. Copacabana, Ipanema, le sable fin, les couleurs chatoyantes, la chaleur du soleil, le culte du corps. Ce qui attire les touristes, c'est aussi l'esprit de fête qui anime le pays. Si on ne défile pas pendant le carnaval, on va forcément au royaume de Pelé pour se déhancher sur un air de samba. Les visiteurs ont aussi envie de découvrir cette nature grandiose, plus qu'un pays, une terre-continent grande comme 15 fois la France, avec la forêt amazonienne, le poumon de la planète. Et puis les voyageurs veulent peut-être également toucher du doigt la 8e puissance économique mondiale, ce pays en pleine mutation qui, après Lula l'ouvrier, vient d'élire à la présidence Dilma Rousseff, une femme, et qui s'apprête à accueillir la Coupe du Monde de foot et les Jeux Olympiques. Et si on partait au Brésil ? Anne-Gabrielle et Hugues s'apprêtent à partir au pays de Ronaldinho. Et comme avant chaque départ, cette responsable de communication et ce cadre commercial dans l'automobile se documentent sur la destination. Mais il se pose encore beaucoup de questions. Vie politique, insécurité, environnement, religion. Nous allons les aider à préparer leur voyage. Bonjour. Bonjour. Alors vous vous préparez à partir au Brésil ? Voilà, c'est ça, c'est le projet pour ces vacances d'hiver. Alors pourquoi vous avez choisi d'aller au Brésil ? Qu'est-ce qui vous attire dans cette destination ? Disons que c'est un pays qui est en pleine mutation. Moi, ce qui m'attirait, c'est qu'à la fois, il y a énormément d'influences, qu'elles soient, il y a une influence européenne ou des influences africaines, andines ou autres. Et donc, c'est vachement intéressant d'y aller maintenant, sachant que il va y avoir le mondial de foot, il va y avoir les Jeux Olympiques, donc je dirais que c'est le bon moment pour y aller. Alors nous, on va essayer de vous aider à préparer votre voyage en répondant aux questions éventuelles que vous pouvez vous poser. Alors qu'est-ce que vous avez envie de savoir avant de partir ? C'est vrai que moi, parmi les questions que je peux me poser sur le Brésil, c'est l'insécurité. Est-ce que c'est déformé par les médias ou est-ce que c'est une réalité ? C'est vrai que c'est un petit détail, mais qui est important l'un comme l'autre. Ce qu'on adore dans le voyage, c'est la photo. Mais alors, si on peut pas sortir un appareil... Surtout dans les grandes villes, c'est un peu chaud. Est-ce qu'il y a des risques ? Est-ce qu'il faut prendre des précautions classiques ? C'est ça, cette idée aussi de pouvoir accéder à des zones peut-être plus reculées sans que ça soit non plus compliqué, pouvoir faire des rencontres extraordinaires, des gens qui peuvent peut-être nous témoigner de ce miracle, est-ce qu'il a eu lieu ou pas. Vous n'y croyez pas au miracle Lula ? Disons que j'ai pas regardé précisément toutes les mesures qui ont été prises justement sous l'ère Lula. Après, effectivement, il y a des chiffres économiques qui en attestent. Je crois qu'ils ont sorti, c'est quelque chose comme 10 millions de... 20 millions même. 20 millions même. De personnes de la pauvreté. Donc c'est miraculeux. Mais il y a quand même des difficultés qui demeurent. Ouais. Et dernier point, je dirais, quand même, comme toujours en Amérique latine, la question de la corruption, qui est, parce que je sais que, apparemment, pour arriver à ses fins, c'est nécessaire de faire des compromis. Jusqu'où, voilà. Pour aider Anne-Gabrielle et Hugues à préparer leur voyage, nous allons d'abord rencontrer Olivier Daben. Il est politologue spécialiste de l'Amérique latine et il va pouvoir répondre à leurs questions sur le miracle Lula et sur l'insécurité. Bonjour Olivier Daben. Bonjour Caroline. Alors ce qui interpelle quand on s'intéresse au Brésil, quand on part au Brésil, c'est la transformation incroyable qu'a vécu le pays ces dernières années. On parle de miracle Lula. Et c'est quoi exactement le miracle Lula ? Bon, c'est vrai que le Brésil a beaucoup changé. On dit maintenant que le Brésil est un pays de classe moyenne, ce qui est quand même assez exceptionnel, vu les niveaux de pauvreté historiques qui existaient dans le pays. Donc c'est sûr que c'est plus du tout le même Brésil aujourd'hui. Il y a un journal qui a titré il y a quelques mois « Nous n'avons jamais été aussi heureux ». Le moral des Brésiliens lui-même a changé complètement ? Oui, c'est vrai, c'est un des pays les plus optimistes au monde, mais on les comprend parce qu'ils ont de la croissance économique, il y a des millions de familles qui sortent de la pauvreté, donc ça veut dire des gens qui aujourd'hui rentrent dans l'économie formelle, des gens qui consomment, des gens aussi dont le quotidien s'est amélioré, c'est-à-dire tout d'un coup ils ont l'électricité dans leur maison, ils ont de l'eau courante, ils scolarisent leurs enfants, ils partent en vacances, ils consomment, ils rentrent ils achètent une voiture. Ils achètent une voiture. C'est vrai que le quotidien de millions de familles s'est amélioré
Et ça, c'est une vraie révolution. Alors, comment il est arrivé à ce résultat? Quelle a été sa méthode? Qu'est-ce qu'il a mis en place? En fait, ce qu'il a fait pour commencer, quand il est arrivé au pouvoir, c'est poursuivre un certain nombre de réformes qui avaient été initiées avant lui, il faut quand même le dire, parce qu'avant lui, il y a eu un autre grand président qui était Cardoso. Il a respecté un certain nombre de réformes économiques. Le Brésil a amélioré sa discipline au plan fiscal, au plan économique en général. A réduit sa dette. S'est débarrassé de sa dette. Ça, c'est quand même aussi une grande première. Et il a poursuivi aussi l'insertion internationale du Brésil, qui est devenu un acteur majeur dans les relations internationales, qui est un grand pays exportateur. Donc il a poursuivi les réformes. Et puis, au plan social, il a ajouté sa touche d'homme de gauche quand même. C'était sa préoccupation initiale avec ce fameux programme Bolsa Familia qui lui a permis de réduire significativement la pauvreté. C'est-à-dire qu'il donne une allocation à des familles pauvres. En contrepartie, ces familles s'engagent à scolariser leurs enfants et aussi à s'assurer qu'ils soient vaccinés. Donc c'est un pari en termes de capital humain. On fait le pari que la génération suivante sera mieux dotée. Mais dans l'immédiat, ça donne de l'argent aux familles. Et cet argent, ils le dépensent. Et c'est comme ça qu'a été réactivé ce circuit de consommation. Donc c'est un programme qui a produit des effets spectaculaires. Il a fait plein de bonnes choses. Avant, on vivait sans eau, sans argent. On n'avait rien. Il a amélioré les salaires. Il y a aussi des revers au miracle Lula. Tout n'est pas rose. Il y a encore des inégalités très criantes, des très riches et des très pauvres au Brésil. Justement, c'est quoi les revers de la situation? Oui, bon, quand même, c'est un pays de 190 millions d'habitants, donc on ne peut pas, en l'espace de 4 ou 8 ans, effectivement, tout changer dans le pays. C'est difficile. Il y a encore de la pauvreté, il y a encore de l'habitat insalubre dans des zones inondables, dans des zones de montagne, de l'habitat précaire qui est très très vulnérable. Donc il faut poursuivre les réformes. L'éducation qui est pas bonne. L'éducation publique surtout, et qui n'est pas très bonne. La santé. On parlait de scolariser les enfants, mais encore faut-il qu'ils reçoivent une bonne éducation. La santé publique est aussi assez en mauvais état, donc il y a encore de la marge, il y a encore beaucoup de marge de progrès. Des scandales de corruption aussi? Oui, bien sûr, ça c'est le mal endémique du Brésil. Et de ce point de vue, Lula n'a pas beaucoup contribué à améliorer les choses. On dit qu'il y a toujours 15 millions d'analphabètes au Brésil. Vous disiez que l'éducation était mauvaise. 54 millions de Brésiliens qui sont encore en dessous du seuil de pauvreté. Au-delà des clichés, comment vous décririez la population brésilienne? Elle est très contrastée. C'est encore et toujours un pays où règne de profondes inégalités. Très métissé déjà. Oui, très métissé. Et il y a encore du racisme, je dirais, d'une certaine façon, parce que plus on monte dans la hiérarchie sociale, plus la couleur de la peau devient blanche. Et plus à l'inverse, plus on va vers les catégories défavorisées, les zones de violence, les favelas, plus la population est noire. Alors vous parlez des favelas, des problèmes de sécurité. C'est vrai que ce qui interpelle en premier les voyageurs quand ils y vont, on a ces images de chars, de l'armée pénétrant dans les favelas. La dernière opération très spectaculaire qui a été lancée par l'armée, il y avait 2600 parachutistes, des hélicoptères, des blindés pour se débarrasser des trafiquants de drogue. C'est le principal problème non résolu aujourd'hui. Il y a un problème d'insécurité dans beaucoup de grandes villes d'Amérique latine ou du monde, mais au Brésil, c'est particulier. Il y a du trafic de drogue dans les favelas, il y a de la violence. Alors après, il y a la configuration particulière, la topographie particulière de la ville de Rio, qui attire beaucoup les touristes, parce que c'est une ville évidemment fabuleuse. Mais les favelas sont très près des zones qui sont fréquentées par les touristes, très près des plages. Et du coup, c'est vrai qu'on risque de voir la violence. Parfois, on risque de croiser des militaires qui vont occuper une favela. Est-ce qu'on peut y aller? Parce qu'il y a certains touristes qui vont dans les favelas. Oui, il y a des tours opérateurs qui font visiter en jeep ou voire même en hélicoptère. Moi, je trouve ça absolument scandaleux, indigne. Je ne pense pas que ce soit très intéressant de s'y rendre. Et de toute façon, ça peut être dangereux, effectivement. Merci beaucoup, Olivier Daben. Merci à vous. Il y en a un qui peut nous parler du problème d'insécurité, c'est Seu Jorge, le musicien brésilien, a joué dans le film La Cité de Dieu, qui parle de ce problème d'insécurité au Brésil. Et son frère a été tué dans une favela. Il est justement de passage à Paris, on va aller le rencontrer. Depois de ano, parecia que ninguém mais se lembrava de como é que tudo tinha começado. O objetivo dos dois lados passou a ser o mesmo: tomar as bocas do inimigo para ter mais dinheiro, para comprar mais armas, para tomar todas as bocas do inimigo.
Bonjour, c'est George. Bonjour Carolina, bienvenue à Favela Chic. Vous avez joué dans un film, La Cité de Dieu, qui parle du problème d'insécurité au Brésil. Je crois que votre frère a été victime d'une fusillade dans les favelas. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a été résolu? Non, pas du tout. C'est pur. Et je pense que ça, c'est un moment critique à propos de la sécurité, parce qu'un côté de la sécurité a beaucoup de corruption, a beaucoup de choses qui besoin de changer, besoin de transformer. Le Brésil a besoin de faire une réforme structurelle et culturelle à propos de beaucoup de choses qui ont besoin de changer. C'est ça que vous attendez de votre nouvelle présidente? Ah oui, bien sûr. Mais j'étais en préoccupation avec la Coupe du Monde et le match olympique. Ouais. Pourquoi besoin d'infrastructures pour faire la fête plus belle du monde. Alors vous êtes vu dans votre pays comme l'artiste de samba par excellence. Qu'est-ce que ça représente le samba dans la culture brésilienne? À tous, c'est la musique de notre pays qui est sortie pour le monde. Et c'est la musique de peuple, parce que la musique là-bas, au Brésil, ça marche comme la littérature ici. Les peuples n'accèdent pas à la littérature. Et la musique va venir faire une substitution pour la culture réelle du peuple. Et il semble que c'est très important parce qu'elle rencontre l'histoire du Brésil et toute l'histoire du peuple du Brésil. Vous voulez bien nous jouer un petit morceau? Oui, ouais. J'espère la guitare. Je vous laisse aller récupérer votre guitare si vous voulez. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações. O mal, oi, do mal, será cremada a semente. O amor será eterno novamente. O amor será eterno novamente. Novamente. Merci beaucoup. Bien. Merci. Le parc, ça c'est certain qu'est incontournable. Le Lensois, là. Le Lensois, c'est un truc écologique hallucinant qui a l'air d'être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ouais. On n'aura clairement pas le temps d'aller en Amazonie ou vers le Pantanal. Moi, je sais que mon frère avait eu l'occasion d'aller faire une mission là-bas écologique pendant quelques mois, donc il nous avait raconté, ramené des photos, et c'est quelque chose, limite, c'est un voyage dédié. En revanche, pour le côté grands espaces, on a beaucoup envie d'être dans le Nord-Est. C'est un peu classique dans les thématiques, d'être sentir un petit peu responsable sur ces problématiques. Le tourisme écolo. Voilà, le tourisme écolo. Moi, je suis curieuse de voir si c'est des petits paradis perdus encore préservés ou si ça a été malheureusement détruit. Effectivement, dans quelle mesure la forêt amazonienne est détruite, c'est ça qui m'intéresse. Et si oui, d'ici à combien de temps elle ne va plus jouer son rôle par rapport à tout l'écosystème, ça c'est des questions qui m'interpellent. Et se dire qu'eux-mêmes, ces populations, comme leur priorité c'est déjà manger et vivre, ils sont, c'est les problématiques de pays riches éventuellement. C'est terrible, mais l'environnement, c'est qu'avant de penser à ça, ils pensent à vivre et tout. Donc nous on arrive avec nos grands concepts, mais je pense qu'ils nous rient au nez aussi, quoi. Ce qui intéresse aussi nos voyageurs, c'est la question environnementale. Le Brésil est-il un pays vert? C'est vrai qu'il est critiqué pour sa production de biocarburants ou encore pour la déforestation de la forêt amazonienne. Et pourtant, la candidate écolo a créé la surprise au premier tour de l'élection présidentielle. Elle a obtenu plus de 19% des voix. Alors y a-t-il une naissance d'une conscience écolo au Brésil? C'est la question qu'on va poser à Daniel Cohn-Bendit au Parlement européen. Bonjour Daniel Cohn-Bendit. Bonjour. Alors
Alors comment vous expliquez, vous, la poussée de la candidate verte au premier tour de l'élection présidentielle brésilienne? Est-ce qu'il y a la naissance d'une conscience écolo au Brésil? Marina Silva était un mélange de conscience écolo et de conscience éthique. Et je crois que c'est ces deux choses ensemble qui ont joué, c'est-à-dire qu'elle avait été ministre de l'Environnement dans le gouvernement Lula. Elle en est sortie sur le problème des OGM, où elle a visiblement décidé de ne plus donc vouloir cautionner ce gouvernement. Et il y a de plus en plus dans les villes une conscience qu'on ne peut pas continuer comme ça. D'ailleurs, quand j'étais au Brésil, les gens me disaient, mais les constructions autour et partout, c'est dramatique. Il va y avoir une fois une grande catastrophe. Et on voit qu'aujourd'hui, avec les pluies diluviennes, il y a une catastrophe, 1000 morts, etc. Donc cette conscience que le Brésil se soit construit sur quelque chose d'instable était là à l'époque. Notamment l'Amazonie, c'est la réserve de biodiversité de la planète, c'est le poumon de la planète. Vous tirez la sonnette d'alarme sur ce qui se passe en Amazonie? Je dis qu'ils ont fait un petit pas dans la bonne direction, mais le pas est trop petit. Ils ont des lois, ils ont réussi à quand même à... Il y a une prise de conscience? Il y a une prise de conscience, mais il faut lutter contre les grands propriétaires qui illégalement d'ailleurs déforestaient. Et là, disons, le gouvernement Lula était... il est au milieu du gué, disons. Oui, il y a toujours des milliers d'hectares détruits chaque jour. Chaque jour, et on freine la destruction, mais on n'inverse pas la tendance pour l'instant. Quel est le bilan écologique de Lula pour vous? C'est un peu c'était la campagne de Marina. Marina disait que c'était un bilan décevant. Il a été en deçà de ce qu'il pouvait faire. C'est-à-dire Lula misait sur la croissance traditionnelle. Il est une gauche traditionnelle, c'est-à-dire que les dégâts d'une croissance traditionnelle, il n'intégrait pas ce discours. Moi, je me rappelle, il était venu au Parlement européen, il nous avait fait tout un discours sur les biocarburants, en disant c'est la solution pour le monde, tous les pays africains vont commencer à faire du biocarburant, et je lui dis mais il y aura un problème aussi d'alimentation. Et on voit qu'aujourd'hui, par exemple, les biocarburants, le fait qu'on produise moins de blé aux États-Unis, mais plus de biocarburants et dans d'autres régions, fait qu'on a une crise alimentaire aujourd'hui d'une grave intensité. Sauf qu'au Brésil, c'est à partir de la canne à sucre, là, c'est pas des cultures vivrières. C'est vrai. Le Brésil est un peu différent, mais le Brésil, je veux dire, il a été quand même assez loin dans en Amazonie. Donc pour vous, il a sacrifié l'environnement sur l'autel de la croissance économique? Il a sacrifié une grande partie, et d'ailleurs la preuve c'est dans le débat sur les OGM. C'est vrai que le Brésil, c'est l'un des plus gros consommateurs d'OGM. Est-ce qu'il y a quand même des points positifs, par exemple l'autosuffisance pétrolière, énergétique? Là encore, l'autosuffisance pétrolière, d'abord c'est un problème, c'est-à-dire la recherche du pétrole en pleine mer, on a vu ce que ça donne dans le golfe du Mexique, donc tout ça c'est dangereux. Mais deuxièmement, le problème, c'est pas simplement de trouver de plus en plus d'énergie, c'est aussi de l'efficacité énergétique. Et là, en économie d'énergie, son bilan est partant à zéro. Et puis après, il y a son choix pour le nucléaire aussi, qui est dans un pays comme le Brésil. C'est 3% de nucléaire au Brésil, c'est pas... Oui, mais ils veulent développer. Ouais. Pour vous, le symbole du Brésil, c'est quoi? La jeunesse. La jeunesse, pas le foot? Oui, mais alors, parce que c'est la jeunesse, c'est le foot. Mais je veux dire, ce qui est frappant quand on est au Brésil, c'est le dynamisme de cette jeunesse. Je crois que c'est culturellement une manière de vivre et de jouer au football vont de pair. Et ça, et d'autant plus que le football a été la possibilité pour les pauvres de monter l'échelle sociale. C'est un peu comme pendant tout un certain temps la boxe pour les Noirs américains. Et quand vous voyez Ronaldinho qui n'avait même pas de chaussures pour aller s'entraîner, donc le football est un ascenseur social aussi. C'est pour ça que c'est fascinant et en même temps, des centaines de milliers de jeunes rêvent de cet ascenseur social. Donc ça fait toujours rêver. Merci beaucoup Daniel Cohn-Bendit. À toi. Vous avez envie d'aller voir un match de foot? Je suis vrai, c'est vrai que je suis pas spécialement footeuse à la base, mais si ça fait partie de la découverte du pays, sous cet angle-là... Quintuple champion du monde. Voilà, sous cet angle-là, pourquoi pas. Mais c'est au même titre que la danse, que la culture. Là-bas, c'est pas du sport, c'est une fête, quoi.
Et nous voilà arrivés chez Marcos Ceará. Ce joueur brésilien est le défenseur latéral du PSG, mais le foot n'est pas sa seule religion. C'est aussi un fervent défenseur de l'église évangéliste. Et d'ailleurs, tous les jeudis soirs, ici, chez lui, en banlieue parisienne, il organise des sessions d'évangélisation. Il prêche devant une cinquantaine de fidèles. On va aller voir ça tout de suite. Bonsoir, soyez bienvenus. Merci. Entrez, nous allons commencer la réunion. Ok. Suivez-moi. Je vous suis. Pelo diabo, atraído pela mentira. Ils ont été trompés par le diable, trahis. What? Uau, uau, Donc je l'envoie à ton discothèque. Então eu bebo todas. Et donc je bois Eu tout. fumo. Et je fume. Eu me drogo. Et je me drogue. Porque tem que aproveitar a Parce qu'il vida. faut profiter de la vie. Ganhar J'ai dinheiro. besoin de gagner de l'argent. Tudo isso vai contra os princípios de Deus. Tout ça va contre les principes de Dieu. E o apóstolo Paulo diz, isso tudo leva vocês a... Je me sens vraiment appelé par Dieu pour apporter la bonne parole, la parole de Dieu. À l'âge de 18 ans, j'ai décidé vraiment de donner ma vie à Dieu. Et donc, on appelle ça chez nous des missionnaires. Et la religion, ça occupe une place très importante dans votre vie? Je dirais plutôt voilà, une intimité avec Dieu, pas une religion, parce que malheureusement, la religion, c'est cause de pas mal de guerres dans le monde entier. Mais vous êtes proche quand même plus de l'église évangéliste? Voilà, des donc, protestants? Voilà. En parlant d'église, moi, je suis plus proche de l'église évangélique. Et pourquoi l'évangélisme? Parce que vous êtes issu d'une famille catholique, je crois. Oui, je suis élevé dans une famille catholique. Je me suis dit que l'église évangélique a un enseignement qui correspond plutôt à tout ce que la Bible dit. Et ça donne une ligne de conduite, une ligne de vie? Oui, la Bible, c'est vraiment, elle a vraiment des principes de vie. Ça a changé mes comportements comme professionnel dans le football. Par exemple, comment ça a changé? Avant, j'ai triché beaucoup avant. Vous voyez. C'est pas évident. Dans le football ou dans la vie? Dans le football, dans la vie. Depuis que j'ai rencontré Dieu, je vis maintenant plutôt dans la vérité. Et donc, j'essaie vraiment d'accomplir tout ce qui m'est demandé. Et justement, votre statut de footballeur, votre célébrité, ça vous aide à avoir de plus en plus de fidèles ici chez vous le jeudi soir? Disons que oui. Disons à convaincre? Voilà, disons que quand on est quelqu'un connu, c'est plutôt facile de leur faire venir dans une réunion. Après le message, après l'ambiance qu'on essaie de dégager à travers de la réunion, les gens aiment aussi et ils reviennent. Et ça, c'est super important. Merci beaucoup, Marcos. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse à vous tous. La foi, c'est le plus important. Je pense que c'est par rapport à ça que Dieu nous donne toute la puissance tous les jours. Tout ce qu'on a besoin, donc voilà, c'est très important. C'est Dieu qui vous aide à jouer au foot? Oui, c'est lui qui m'a donné le talent. Et je dois travailler aussi, mais c'est vrai qu'il nous aide beaucoup. Est-il représentatif de ses compatriotes? Le Brésil, c'est le plus grand pays catholique au monde, 155 millions de fidèles quand même. Mais depuis quelques années, il voit la croissance des églises évangélistes, si bien que si aujourd'hui 80% des Brésiliens sont catholiques, on peut se demander si demain le Brésil ne va pas devenir pentecôtiste ou évangéliste. C'est la question que nous allons poser à l'un des spécialistes incontournables de la religion, Odon Vallée.
Bonjour Odon Vallée. Alors la tendance évangéliste qu'on a vue avec Marcos Seara, quel poids elle a au Brésil en fait? Jusque dans les années 1970, la quasi-totalité des Brésiliens étaient catholiques. Et depuis une quarantaine d'années, au Brésil comme dans toute l'Amérique latine, il y a une montée des églises dites évangéliques, dites pentecôtistes, c'est-à-dire protestantes, influencées beaucoup par les États-Unis. Combien représentent-elles de fidèles aujourd'hui? On n'en sait rien. En gros, à peu près 20% de la population. Les 80% restants seraient de tradition catholique, ce qui ne veut pas dire qu'ils vont tous à la messe. Il y a aussi un vieux fond des religions animistes afro-brésiliennes ou afro-américaines. C'est très difficile de les comptabiliser, car un certain nombre de chrétiens, surtout en milieu rural, ont encore des pratiques animistes tout en étant baptisés. Alors ces évangéliques, ils représentent quoi? Ils représentent une nouvelle forme de christianisme en Amérique du Sud qui met beaucoup l'accent sur le succès dans la vie, sur la guérison, sur les miracles, sur un certain nombre de réussites individuelles qui conviennent bien à un pays en expansion économique. Il ne faut cependant pas surestimer leur importance, d'autant qu'il y a des nouvelles églises qui se créent chaque année, il y en a d'autres qui disparaissent également. Le Brésil reste le premier pays catholique du monde. Et on a vu la religion qui avait pris une grande place, notamment pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Les autorités religieuses ont carrément appelé à voter contre une candidate, en l'occurrence celle qui a été élue présidente, Dilma Rousseff. Ils sont allés loin quand même dans l'engagement politique. Mais les autorités religieuses au Brésil ne sont pas tenues par les principes de la laïcité à la française. Il y a une liberté de ton beaucoup plus grande en ce qui concerne les autorités religieuses qui ont toujours fait de la politique. Merci Odon Vallée. Ouais, non, c'est bon, c'est là. Ça y est, c'est bon, on y va. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Ça y est, c'est le départ. Vous êtes prêts? Vous êtes impatients? C'est le jour idéal. On a tellement attendu. On a nos réponses à toutes ces questions et maintenant c'est l'imprévu. Prêt à découvrir. Juste à profiter, ouais. Bon, alors on vous a préparé quelques petits cadeaux avant de partir. Merci. De quoi lire dans l'avion. Georges Amado et puis Stefan Zweig. Voilà, un chacun. Super. Un peu de musique aussi, ça ce sera peut-être pour écouter au retour. C'est où Georges, bien sûr. Merci Son dernier beaucoup. album. Et puis Vinicius de Moraes, un classique. Contre ça, ouais. Super. Classique de la musique Ça brésilienne. va rythmer et permettre de perdurer le voyage. Voilà, et La Cité de Dieu, film dans lequel a joué c'est Georges. Ouais, super bien. Merci en tout cas, Bah, Caroline. merci à vous. Merci beaucoup. Et très bon voyage. Merci. Ouais. Voilà, on vous enverra les photos au retour. Avec plaisir. Merci. À bientôt. Au revoir. Si vous aussi, vous souhaitez qu'on vous aide à préparer votre départ, envoyez-nous vos destinations envisagées à l'adresse esionpartait@public.sena.fr. À bientôt.